Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer un peu maintenant sur la structure hyperfine et nous allons regarder d'un peu plus près les courbes des niveaux d'énergie en fonction du champ magnétique. Alors d'abord, si le champ magnétique est extrêmement fort, plus exactement lorsque mu b divisé par A est très grand par rapport à 1, à ce moment-là, on peut simplifier les équations, en particulier les racines carrées que nous avions. On peut les simplifier et on obtient le niveau 1 est toujours égal à A plus mu b. Le niveau 2 devient A moins mu b. Le niveau 3 est égal à moins A plus mu b, et le niveau 4 à moins A moins mu b. Donc on a 4 niveaux bien séparés. B étant très élevé, on a essentiellement deux droites séparées d'une hauteur deux droites séparées d'une hauteur de 2A, et deux droites dans l'autre sens, séparées d'une hauteur de 2A. Donc on a 4 créés sous forme de 2 paires légèrement séparées. Alors, en champ nul, les différents niveaux d'énergie, il y en avait 2, étaient dus à l'interaction entre les spins de l'électron et du proton. Et de même pour ce qui est du mélange qui se produisait entre les états plus-moins et les états moins-plus. Si le champ magnétique est extrêmement fort, cette interaction devient négligeable. C'est comme si l'électron et le proton étaient placés tout seuls, chacun dans leur coin, dans le champ magnétique fort. Par exemple, si l'électron a le spin dirigé vers le haut, avec un champ magnétique vertical, à ce moment-là, son énergie est donnée par moins mu e b. Et si le proton a un spin également dirigé vers le haut, on a moins mu p b. La somme des deux donne plus mu b. Vous vous rappelez la définition de mu. Et il faut rajouter la petite énergie d'interaction qui existe quand même entre l'électron et le proton, la valeur A. Donc on obtient A plus mu b, c'est-à-dire cet état-là qui correspond donc à l'état plus plus. Ça nous le savions déjà. De même, si les deux spins sont inverses, on a l'état moins moins. Si l'électron a le spin vers le haut, on obtient moins mu e b, et si le proton a le spin vers le bas, on obtient plus mu pb. Et donc, on obtient mu prime b. Et ça, donc plus mu prime b. Et donc, ça, c'est l'état plus moins. Et de même, enfin, pour celui-là, on obtient l'état moins plus. Donc, dans 4 états, nos 4 niveaux d'énergie correspondent aux 4 états de base. À nouveau, comme si l'électron et le proton étaient seuls, chacun dans leur coin dans le champ magnétique, avec le spin correspondant au niveau d'énergie. Pourtant, nous avions vu qu'il y avait mélange entre les états moins plus et plus moins. Alors qu'ici, nous disons qu'il n'y a plus de mélange. Alors, voyons d'un peu plus près ce qu'il en est. Parce que ce mélange, c'était en champ nul. Et ici, nous avons un champ très élevé. Alors, le rapport entre C2 et C3, les deux amplitudes, est donné par E plus A plus mu prime B divisé par 2A. Où E est le niveau d'énergie E2 ou E3. Par exemple, pour E égale E3, si on remplace par sa valeur, on obtient
environ m'B sur 2A, qui est très très grand par rapport à 1. Donc, rapport entre C2 et C3 est très grand par rapport à 1, donc on a essentiellement l'état plus-moins. De même, si on utilise E2, on obtient une valeur très petite par rapport à 1, et c'est essentiellement l'état moins plus. Donc que se passe-t-il exactement? Mais d'abord, voyons que si m'U' était égal à 0, alors le champ magnétique n'aurait pas d'influence. On aurait toujours un mélange 50-50. 50% de chaque état, comme dans le champ nul. Mais m'U', c'est la différence entre le moment magnétique de l'électron et du proton. Et c'est ce qui fait, c'est ce terme-là qui fait cette différence importante qui font qu'en champ très fort, les deux états se découplent. Effectivement, m'U', c'est la différence entre le moment magnétique électronique et du proton. Or, le moment électronique est 1000 fois plus grand que celui du proton. Ce qui veut dire que, en champ magnétique fort, c'est surtout l'électron qui réagit à la présence du champ magnétique. Et donc, il n'est plus trop influencé par le proton, et l'électron est surtout forcé dans la position donnée par le champ magnétique, moins ou plus pour son spin. Et dans ces deux états-là, le proton est dans l'état opposé, plus, moins. Et quand on fait la courbe de ceci en fonction du champ magnétique, on constate qu'en champ nul, elle est environ 50%, elle tend, à mesure que le champ croît, elle tend vers 100% de l'un ou de l'autre. Prenons le cas inverse maintenant. Un champ magnétique très très faible. Dans ce cas, si on regarde les courbes de l'énergie en fonction du champ magnétique, pour un champ très faible, nous l'avions vu, les courbes étaient des droites ou avaient une forme quadratique, mais commençaient comme des droites. On a l'état plus A, l'état moins 3A. Celui-ci commence comme une droite, en champ faible, après il se courbe, mais ici on est en champ faible, donc on est dans la partie droite. Et ici, on a trois droites. Supposons que nous envoyons nos atomes d'hydrogène dans un appareil de Stern-Gerlach. Un Stern-Gerlach. Vous vous rappelez cet appareil qui a un gradient de champ magnétique et qui sépare les particules en fonction de leur moment magnétique. Si on envoie ces particules dans l'appareil de Stern-Gerlach, c'est-à-dire des particules, des atomes qui seraient préparés dans l'état d'énergie moins 3A, alors vous constaterez que les particules ne seraient pas déviées. A l'inverse, si on prépare les particules dans l'état d'énergie plus A, les atomes, et qu'on les envoie, on aura trois faisceaux. Parce que l'énergie varie en fonction du champ magnétique. Il y a un gradient de champ magnétique dans l'appareil de Stern-Gerlach, ce qui provoque une variation d'énergie et une force qui dévie ces faisceaux exactement, d'ailleurs comme sur le dessin. Donc, l'état moins 3A se comporte comme une particule de spin 0. Et les états plus A se comportent comme une particule de spin 1. On retrouve, par ces raisonnements, l'état singulier, qui est de spin 0, et l'état triplet, qui est de spin 1. Et que l'on obtenait avec deux particules de spin 1,5. Ici, notre électron et notre proton. Si on note J, le spin,
et M, le moment angulaire, le nombre quantique magnétique, dont le sens est maintenant vraiment évident. On a ici 0 pour le spin et ici 1. Et le moment angulaire, ici est 0, 0, parce que la particule n'est pas déviée. Et là, on a moins 1 et plus 1. Donc, on peut classer nos états en fonction de J et M, ou bien aux notations que nous avons utilisées ici, ou encore dans les notations que nous avions utilisées pour Stern-Gerlach. Donc le spin peut être 1 et M peut être 1, 1, 0, 1 moins 1, ou alors 0, 0. Ça correspond aux états 1, 3, 2 et 4. Et avec la notation de Stern-Gerlach, c'était plus S, 0S, moins S. Et celui-là, on n'avait pas vu ce scalaire, c'est le cas scalaire. Donc le cas sans spin. Vous vous rappelez de ces notations. Alors, c'est important de le savoir parce que dans beaucoup de littérature, nous l'avions déjà employé dans des vidéos précédentes, on note souvent l'état des particules en utilisant les valeurs de J et M pour représenter les états. Alors tout ceci n'est pas que théorique. Vous vous rappelez que la structure hyperfine, à l'arrêt à 21 cm, a beaucoup d'applications en astrophysique. Tant pour mesurer la position et les densités des nuages d'hydrogène que leur vitesse grâce à l'effet Doppler. Mais ces règles qui se séparent permettent aussi de mesurer le champ magnétique. En laboratoire, on peut, en étudiant les rayons, déterminer l'intensité des champs magnétiques dans lesquels sont plongés les atomes d'hydrogène. C'est donc aussi très utile en astrophysique. Notons que, en laboratoire, on est essentiellement, en tout cas pour ce cas-ci, essentiellement dans le cas des champs faibles, des champs magnétiques très faibles, avec μB sur A très petit par rapport à 1. Et ce, même avec les champs particulièrement intenses que l'on peut créer avec des aimants supraconducteurs, on est encore dans le régime faible. C'est très difficile d'atteindre des régimes de champs magnétiques très forts. Si on prend le magnétisme des astres, comme la Terre, le champ magnétique de la Terre, le champ magnétique du Soleil, qui est nettement plus fort, ou le champ magnétique de Jupiter, on est encore dans le régime faible. Mais il existe des astres, comme les étoiles à neutrons, les pulsars, ou plus encore les magnétars, qui sont des pulsars avec des champs magnétiques particulièrement intenses. Pour ce type d'astre, on est typiquement dans le régime fort. Le champ magnétique y est extrêmement puissant. Si vous alliez aux abords d'une étoile à neutrons, vous ne vivriez pas très longtemps. D'abord, parce que la gravité y est énorme. La surface d'une étoile à neutrons est tellement lisse que les montagnes, entre guillemets, les plus hautes font moins d'1 millimètre. Tellement la gravité aplanit tout. Mais même le champ magnétique y est tellement intense que vous seriez tué sur le coup. La plupart des molécules sont paramagnétiques ou diamagnétiques, donc ne réagissent pas aussi fort qu'un métal comme le fer ou le nickel ou le cobalt qui sont ferromagnétiques, mais ont quand même une réaction au champ magnétique. Les paramagnétiques sont légèrement attirés par les aimants et les diamagnétiques sont légèrement repoussés. L'effet est très faible, mais dans des champs aussi intenses, aussi colossaux, ça devient important. Et les molécules sont littéralement pulvérisées par le champ magnétique. Et l'étude de l'hydrogène qui se situe dans les champs forts permet également de mettre en évidence ceci
et est utile pour déterminer les champs magnétiques présents autour d'astres comme les étoiles à neutrons. Voilà. Alors justement, là je parlais un peu d'application. On a fait assez de théorie pour le moment. On en fera encore un peu bien sûr, mais nous allons nous attaquer à des applications intéressantes. Nous en savons assez pour regarder de près le fonctionnement du maser et du laser. Et ça, c'est ce que nous entamerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.